Bienvenue ensemble vers sa vraie nature. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Nicolas, bon pas. Bonjour. Aujourd'hui c'est l'invité pour nous parler de sa pratique notamment du souffle de vie et puis nous parler de lui, de son parcours de vie et de ce qui l'a emmené à faire ce souffle de vie. Voilà. Avant de parler de ton parcours de vie, pour toi, qu'est-ce que représente la vie? Quel est son sens? Vaste question. J'ai longtemps cherché le sens de la vie. Je pense que de toute façon, c'est une question existentielle. C'est sûr. La personne qui s'en pose pas, bon, je pense que tout le monde se la pose. Moi, ça a été une obsession quand même dans cette recherche. Le jour où j'ai réalisé en fait que le sens de la vie, c'est d'être en vie. Et à partir de là, de l'explorer et de l'exprimer aussi. En faisant des expériences. On voit que toute expérience, Ouais. tout est, c'est intéressant de sortir de cette notion de succès ou d'échec, et de prendre conscience au fur et à mesure. Je pense que c'est vraiment une pratique qui s'applique quotidiennement, de se remettre en position de débutant. D'une part, pour se continuer à se laisser émerveiller par la vie, parce que peut-être que si des fois on sent ce manque de viande, parce qu'on pense que la vie est comme ci, comme ça. D'autant plus qu'on est très conscient, on trouvera que tout ce qu'on croit est vrai. Donc voilà, je pense pas vraiment qu'il y ait un sens préétabli justement à la vie. On nous offre plusieurs chances, notamment à travers la religion, ou la consommation, ou même dans le domaine spirituel. Je pense vraiment que même le domaine spirituel peut être un leurre, parce que finalement tout est spirituel, toute expérience de l'esprit. En fait. Donc, si on veut savoir où on en est spirituellement, il suffit juste d'observer la relation qu'on a avec la vie aujourd'hui, surtout la relation émotionnelle qu'on a avec la vie aujourd'hui. Et à partir de là, finalement, d'intégrer nos états émotionnels, qui sont libérés au fur et à mesure, se nourrir de soi-même en fait. Pour moi, le sens de la vie, c'est de se nourrir de soi-même. Okay. Tout est le reflet, toute chose est le miroir de ce qu'on y projette. Donc pour moi, c'est vraiment se nourrir de soi-même et voilà, et s'observer, et à chaque fois, se dévoluer par rapport à ça, par rapport au moment présent. Quand je te dis vers sa vraie nature, ça te veut dire quoi? Fondamentalement, je pense que je ressens même que la nature humaine est bonne. C'est bien nos blessures qui créent cette sensation de séparation à travers l'autre, à travers l'homme. Donc, vers sa vraie nature, c'est retourner vers soi, rencontrer justement cette connexion de vie à l'intérieur de nous, cette reliance à la source, à la création. On porte vraiment le berceau du monde à travers chacun d'entre nous, en fait. On porte les mêmes talents aussi. Le seul don qui nous a été vraiment véritablement offert, c'est la vie, justement. Et à travers ce don qui nous a été offert, chacun est libre d'explorer ses dons et ses failles aussi. Et c'est sûrement en explorant ses failles qu'on va rencontrer aussi ses véritables capacités. Lorsque les masques tombent, tout est apparu. C'est ce que j'aime me répéter. Que j'avais reçu en transe, que j'aime me répéter. Et du coup, je vais revenir à ton parcours de vie maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis ta jeunesse à maintenant, qui a fait que tu as fait des prises de conscience plus importantes que d'autres et qui ont fait que tu t'es toujours un peu plus ouvert à la vie en général et à explorer encore plus sur apprendre
apprendre à te connaître. J'apprends encore aujourd'hui, j'apprends à me connaître, à des prises de conscience sur peut-être même tous les jours. Je le souhaite, en tout cas, j'espère. Vraiment, ça a été, ça n'a pas été mental, ça a été vraiment viscéral, hein. Ça a été depuis mon enfance. J'ai vécu mon premier voyage astral à 14 ans. On en parlait à l'école, ça n'a pas été très très bien reçu. J'ai notamment été aussi, j'ai passé du temps avec une nourrice que je considérais comme ma seconde mère, qui s'appelle Elisabeth, qui justement qui recevait tous les vendredis soirs, en fait. Donc mes parents me récupéraient assez tard le vendredi soir, et qui faisait les vendredis soirs qui recevait du monde, en fait, des dizaines de personnes, quinzaines de personnes dans son salon à faire qu'on appelle maintenant des soins énergétiques. À l'époque, on appelait ça du magnétisme. Ouais. Ça s'appelle encore du magnétisme. Oui, aussi, ouais. Et voilà, qui recevait des fois des gens en particulier pour faire de la médiumnité, ou sinon des soins, ou des fois carrément des séances de groupe. J'étais attiré par ça, mais pour moi, c'était, voilà, elle était légitime, puis moi, j'étais juste un enfant, et puis je me fermais aussi par rapport à ça. J'ai du mal à assumer ma différence, en fait, d'avoir trop d'énergie. En même temps, c'est un peu normal pour un enfant. Comment tu le ressentais que tu avais trop d'énergie? À travers les autres, hein, j'étais trop exubérant. D'accord. Puis j'étais pas, voilà, je rentrais pas je me refusais aussi à rentrer dans le cadre posé dès la maternelle. Donc, jusqu'à la fin de mes études. J'ai commencé à étudier le jour où j'ai arrêté, je suis sorti du cycle scolaire. Et là, j'ai vraiment commencé à étudier parce que j'avais le temps. On ne m'imposait plus des choses. J'ai étudié vraiment de moi-même et vraiment des choses qui me plaisaient. Ce qui t'animait. Ouais, je pense qu'au niveau, je suis en train d'évoluer un petit peu au niveau de l'éducation scolaire, mais je pense que c'est déjà important avant de nous apprendre l'histoire, par exemple. Il y a un proverbe qui dit que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, hein. Il serait peut-être déjà bien d'apprendre aux enfants comment gérer leur sensibilité, leurs émotions, et comment leur permettre de s'ouvrir à leur créativité, à leur véritable besoin d'expression, tout simplement, plutôt que de leur, j'allais dire presque infliger un système de croyance pour qu'on soit des bons petits soldats. Ça ne remettre pas du tout en question rien, en fait. Juste être performant. Oui. Je peux pas te contredire. J'ai eu beaucoup de difficultés avec l'école. Et du coup, après ces jeunes années, c'est passé, c'est quoi? Je suis parti à mes 20 ans, je suis parti, je vivais en banlieue parisienne, je suis parti, pour moi c'était vital. Okay. Je suis parti faire les saisons comme photographe, j'avais fait 2 ans de photo. Et pendant de mes 20 ans jusqu'à mes 29 ans, je faisais les saisons. J'avais vraiment besoin de contact avec la nature, de grands espaces. Donc, je faisais des saisons principalement pour les sports extrêmes, le snowboard, le surf. Et après, j'étais beaucoup dans la fête. En fait, j'étais dans l'extrême. Beaucoup dans la fête, dans les drogues. J'avais toutes sortes d'addictions. Et merci au sport, justement, de m'avoir permis quand même de ne pas tomber entièrement de. Et arrivé à 29 ans, j'ai monté une boîte de photos ici à Second. Puis j'avais vraiment l'impression, j'ai fait une dépression, j'ai l'impression d'avoir fait le tour des choses, en fait. Et puis finalement, j'ai rencontré un Péruvien que j'ai aidé ici. Il m'a parlé des chamans du Pérou, et pour moi, ça a fait un flash. Et puis, juste après l'été, je suis parti au Pérou. Chaman. C'est comme ça. Ouais, donc là, c'est le gros basculement de ta vie, peut-être? Ouais, ça a été un gros switch. Ouais. Un gros réveil. C'est même le plus gros switch de ma vie. Oui, ça a été, en tout cas, vraiment, par rapport à ma façon de percevoir le monde. Effectivement, ça m'a bouleversé. Donc là, t'es allé apprendre, en fait. J'étais parti la première fois pour me guérir d'une dépression. Okay. Forcément, quand j'étais dans l'autodestruction, par rapport
à mes addictions, que j'avais des tendances suicidaires. Et j'ai fait un voyage au Pérou, au Chili, et après ça m'a plu, je suis retourné là-bas, là j'ai rencontré 3 chamans qui, le grand frère en premier. Euh, on est resté dans la jungle pendant un mois, comme des animaux, faire des diètes, comme des plantes. Et là, la première tranche, oui, les esprits m'avaient dit que je deviendrais chaman, et moi j'ai dit, bah, j'aimerais bien et tout ça, mais je pouvais pas, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport au style de vie que j'avais, je pouvais pas. J'étais dans la décadence. Et puis, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Avec les années, Ouais. tu as fait plusieurs allers-retours, c'est ça que tu Ouais, disais, pendant des années, j'ai fait des allers-retours où je vivais principalement au Pérou et au Mexique, et dont un voyage où j'ai commencé du Pérou à aller jusqu'au Mexique, donc en passant par l'Équateur, la Colombie, l'Amérique centrale, jusqu'au Mexique, à rencontrer d'autres chamans et à passer du temps personnellement avec des chamans natifs. Donc ils m'enseignaient ce qu'ils m'enseignaient. Et puis en contrepartie, je leur faisais part aussi de mes connaissances que j'avais appris avec ces trois frères chamans. Ok. Et avec le recul, du coup, ta vie avant 29 ans, un peu de décadence, Ouais. c'est maintenant que tu as du recul, tu as 15 ans, je crois, de recul là-dessus. Ouais, Aujourd'hui. non. C'est quoi pour toi qui a commencé? C'est ton hypersensibilité? C'est t'as un truc précis ou rien qui ressort? Qui a commencé à quand même. Qui coinçait dans le sens où pourquoi tu t'engageais, t'arrivais pas à sortir de cette vie de décadence, quoi? Ah oui, c'est le premier chaman qui était un psychothérapeute. Donc c'était intéressant quand même de rencontrer ce premier chaman-là, parce que c'est pas du tout les chamans, la plupart des chamans, en fait, eux, ils vivent leur vie par rapport à ce qu'ils ressentent, en fait. Hein. Ils cherchent pas, Okay. ça c'est très occidental, de confirmer toujours nos sensations. Ouais, ok. Bah, il sent un truc et puis boum, il prend une direction, il se pose pas plus de questions. Peut-être que justement, alors que nous, il faut tout qu'on explique, effectivement. Bah, peut-être que quand tu me posais la question par rapport à la vie, peut-être que notre vérité, c'est parce qu'on comprend du monde et ce qu'on en ressent. Et le fait de vouloir mettre une compréhension sur notre ressenti, on se coupe justement de notre intuition et de vraiment notre chemin intérieur. Je pense que c'est essentiel de c'est important. De le passer. Ouais. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Et du coup, tu as compris ça, en fait. Bah, j'ai pas compris, j'ai conscientisé que la vie était beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que la perception que je m'en faisais. Et même encore aujourd'hui, tous les jours, je conscientise que j'ai tout à apprendre de la vie. Ouais, donc beaucoup d'humilité. Ben, j'y travaille. Je peux pas dire que c'est un peu particulier parce qu'il y a des personnes qui me complimentent sur mon humilité et d'autres non. Et je pense juste que, comme tout à chacun, je pense qu'il y a des moments où je suis humble et des moments où je suis où je suis moi, parce qu'on ne peut pas sortir de l'ego. Et je pense que la meilleure façon, justement, de reconnaître, de se libérer de son ego, en tout cas de transcender, de modeler, parce qu'on ne peut pas s'en libérer, ça fait partie intégrante de notre être, notre vie. En tout cas, on peut en prendre conscience, justement, pour pouvoir le modeler, en fait. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Du coup, tu veux dire que jusqu'à tes 29 ans, tu étais que dans l'ego? Est-ce que c'est un peu trop résumé? Il y a d'autres choses? Non, je pense qu'à mes 29 ans, j'avais beaucoup plus de blessures. Donc mon ego se faisait diriger par mes blessures. Et là, maintenant, j'en ai beaucoup moins. Donc c'était de la protection? Oui, c'est de la protection. Okay. Donc, du coup, pour revenir sur ton parcours, donc à 29 ans, tu pars. Combien d'années tu fais des allers-retours comme ça? J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Au début, je faisais Pérou, France, Pérou. Je passais une bonne partie au Pérou, dans la jungle, au cœur de l'Amazonie. Après, je faisais France, Pérou, Mexique pendant quelques années. Après, je suis resté un hiver en France où j'ai étudié l'hypnothérapie, l'hypnose. Okay. Je voulais voir le lien entre tout ça. Et je suis parti 8 mois en Inde, 8 mois. Okay.
Et, et voilà, je voulais vraiment faire en fait le lien en fait entre toutes ces formes de spiritualité, de connaissances au niveau de la psychologie et le souffle de vie. C'est pour moi la synthèse de toutes ces recherches en fait, toutes ces rencontres, mais aussi toutes ces expériences et ces études aussi. Donc 10 grosses années de recherche, 14 même, sur de développement personnel et spirituel. Ouais. Tu étais en quête de sens finalement Ouais. profond. Je voulais rencontrer, après toutes les rencontres que je faisais, les expériences, je me mettais toujours en question en fait. Je pouvais trouver quelque chose de beaucoup plus simple, plus efficace, avec le grand respect que je recevais de tout ça, hein, mais je remettais cela en question. Et puis un jour où j'ai réalisé que tout ce que je cherchais, et qu'en fait tout ce qu'on cherche tous, en fait, c'est juste sous notre nez, c'est notre respiration en fait. Tout est déjà là, tout est engrammé dans notre respiration. Et là, tu en viens à ta pratique souffle de vie. Et c'est là où c'est là au fur et à mesure. Tu as fait un mélange de tout ce que tu as rencontré et tu as créé quelque chose qui n'existait pas en fait. Ouais, c'est ça. Il y a je pense qu'on crée rien dans la vie, on découvre. J'ai découvert le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est une pratique, ce qu'on appelle la pratique de breathwork. Okay. Breathwork, c'est les pratiques de respiration. C'est un peu la révolution des méthodes de respiration. Avant, on avait les pranayama, qui sont des pratiques ancestrales du yoga. Donc, il y a plein de pratiques de respiration. Le souffle de vie, ce n'est pas contrôler l'énergie. Pranayama, ça veut dire le prana, c'est l'énergie, c'est la vie. Yama, c'est contrôle. Donc, en fait, ce n'est pas contrôler le souffle, ni contrôler la vie, c'est se laisser traverser par la vie. C'est une pratique qui permet de se laisser traverser par la vie, qui va mettre automatiquement en lumière ce qui doit être mis en lumière, en priorité par rapport à l'intention qu'on a posée juste avant la pratique. Je n'ai pas dit une méthode non plus, parce que pour moi, c'est la respiration la plus naturelle qui soit. Qui est un peu activée, un peu plus activée, mais c'est la respiration, c'est une pleine respiration. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour que les personnes reproduisent ça chez elles plus fois. L'avantage qu'au bout d'une dizaine de pratiques, on devient autonome, mais c'est vraiment c'est une pratique qui est simple comme respect. Ben, pour un peu parler de tout ça, on va regarder un petit extrait. Ça va durer 5 minutes. J'ai eu la chance de participer il y a une semaine justement à un souffle de vie et de filmer tout ça. Donc, je vous ai fait un petit résumé et on va se le regarder maintenant pour que vous compreniez de quoi on parle. À une certaine inspiration, je prends conscience de la vie qui circule en moi. Par un simple soupir, je lâche ce qui a lieu d'être. Par un simple soupir, je me libère avec grâce et aisance de toutes ces structures. Passé. Chacun de mes souffles, j'invoque. J'invoque la présence de mes ancêtres, la présence de mes guides, la présence de mon être suprême ainsi que ma propre présence. Et au nom de mon propre chemin, je respire. Touché par la grâce, je suis en vie. Je suis en vie. Je rallie ma lune à mon soleil. Je suis le début et la fin. Je suis la grande création. Je suis à moi seul le principe du créateur, de la créature, de la création. Je suis la vie elle-même. Je la porte en moi. Je l'honore. Je la valorise.
Bon, donc on a vu un petit extrait, donc c'est de la respiration, mais pas que quand même. Tu nous parlais tout à l'heure de la respiration. Oui. On a vu qu'il y avait des chants, on a vu qu'il y avait du toucher. Par exemple, tu vas voir des gens, tu fais des choses avec de l'eau aussi. Ouais. Il y a quand même pas que le souffle. Et là, je suppose que toi, tu vas nous expliquer un peu plus ou pas? Oui, Du coup, il y a d'autres choses qui se passent. Euh, et là, je suppose que c'est le côté chamanisme, je sais pas. Faut que tu nous expliques un peu Alors, plus. on va dire, je pose un cadre qu'on pourrait appeler chamanisme. Ok. Euh, Au niveau du toucher, en fait, chacun a sa respiration qui lui correspond. Notre respiration correspond à nos états inconscients. Mhm. Respiration est connectée avec notre système nerveux central, qui est connecté à notre système hormonal, qui est aussi connecté à notre physiologie. C'est pas toujours évident d'avoir le contrôle sur ses émotions, sur son état d'esprit. Pour certaines personnes, quand le trauma est engrammé profondément, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, c'est pas toujours d'avoir le contrôle sur ses états physiologiques. Par contre, en améliorant la qualité de notre respiration, en s'ouvrant à notre respiration, ça va permettre justement de libérer ces états. Et ce qui va permettre de réguler de façon simultanée nos états physiologiques, nos états mentaux, nos états émotionnels. C'est ce qu'on appelle une boucle rétroactive. Ce que tu préfères, c'est la Sainte Trinité, en fait. Le corps, âme, esprit. Et le seul moyen de créer cette connexion, c'est en plongeant dans notre respiration. Les gens viennent, je regarde la respiration du souffle de vie est très simple en théorie, en pratique, quasiment impossible, parce que les gens reviennent automatiquement dans leur modèle de respiration. Ils tiennent la respiration quelque temps, ils reviennent dans leur modèle de respiration. Je vais observer, je vais toucher des points sur le corps qui correspondent à des états émotionnels refoulés, qui vont ouvrir leur respiration, la renvoyer dans la pratique, ouvrir leur respiration. Et en ouvrant la respiration, ça va libérer la mémoire simultanément, les mémoires émotionnelles et la mémoire cellulaire, les mémoires dans l'inconscient, et reprogrammer aussi l'ADN. Je m'intéresse à regarder, à faire vos recherches sur l'épigénétique, qui, voilà, c'est la recherche scientifique qui prouve qu'on peut vraiment reprogrammer notre ADN. Pour rentrer là-dedans, c'est T'as un auteur peut-être en particulier? Ouais, Joe Dispenza, ou biologie des croyances du Dr Lipton aussi. Okay. C'est la science, on peut reprogrammer notre ADN. Okay. Ça prend en compte que même les maladies, ce qu'on appelle les maladies génétiques, ne sont pas fatales en fait. Bon, pour faire très court, dans notre ADN, on a 2% d'ADN qu'on appelle l'ADN codant, qu'on appelle l'ADN, et les 98%, c'est l'ADN non codant, qu'on a appelé l'ADN poubelle. Ça montre à quel point encore on en est, enfin, en tout cas on en était, par rapport au respect qu'on doit au vivant, parce qu'elle existe bien quand même, cette ADN. Maintenant, elle est devenue connue, elle est appelée l'ADN ARN. Et en fait, c'est 98% ne contiennent pas de génome. C'est pour ça qu'on ne s'y était pas intéressé. Et on a pris conscience, on a réalisé qu'en fait, ces 98% avaient une influence sur les 2%. Et qu'on pouvait influencer ces 98% en changeant la relation qu'on a avec la vie, notre façon de percevoir la vie, le sens qu'on donne à la vie. C'est très difficile. Notre inconscient, je pense que c'est pas nous-mêmes. 98% de notre être, en fait, c'est notre inconscient, c'est notre zone d'ombre. Et ça dirige pendant les 90%, voilà, ça dirige à peu près les 10% de ce qu'on croit savoir de nous-mêmes. C'est notre conscience, en fait. Notre lumière. Donc c'est pour ça qu'on peut faire tout ce qu'on veut pour changer notre vie. On a tendance à retrouver dans les mêmes schémas et les reproduire au fur et à mesure. Et c'est pour ça que la clé, en fait, c'est d'aller rentrer dans des états de conscience modifiés pour aller libérer justement ces schémas, pour après, justement, de façon spontanée, avoir une certaine justesse dans notre vie. C'est pour ça que chacun fait de son mieux, en fait, et que notre
revenir à la question par rapport à notre état de nature. La nature humaine n'est pas mauvaise. On fait juste chacun de son mieux, en rapport avec les blessures qui sont accumulées dans cette vie-là, la blessure de nos ancêtres, un travail terreau, même pour nos concepts aussi du vivant intérieur. Moi, je crois, mais bon, chacun. Dans le souffle de vie, on n'a pas besoin aucun système de croyance. Si on vient avec des croyances spirituelles, chamaniques, c'est très bien. Croyance sur les dieux, c'est très bien. La personne vient à l'athée, c'est très bien. On va vivre une expérience qui correspond à notre système de croyance actuel. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a des gens qui sont athées, qui viennent et qui vivent des expériences. Et on rentre en contact. Peut-être parfois même avec des anges, et du coup, ça remet par contre, un peu comme moi, la première fois, je suis parti voir les chamans, ça remet tout leur système de croyance en question, là. C'est chouette. Merci Valérie. Ok, bon, bah, merci pour toutes ces Avec explications. plaisir. On va en profiter puisque j'ai eu la chance d'être sur place. Il y a Charlotte et Mathieu qui ont laissé un petit commentaire pour expliquer ce que ça leur procure le souffle de vie. Alors, le souffle de vie, ça a d'abord été une rencontre avec Nicolas, il y a plusieurs années maintenant, ça fait, je sais plus, 6 ou 7 ans qu'on s'est rencontrés. Et déjà une personne, voilà. Nicolas, c'est une très belle personne, c'est quelqu'un qui est très généreux, et qui est très attentif, très sensible. Et de par cette rencontre, j'ai rencontré sa pratique, le souffle de vie. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Il y a quelques années, j'ai fait des séances en individuel avec lui, dans un moment très très difficile de ma vie. Et ça m'a permis de vivre beaucoup mieux ce moment. Ça me permettait, et ça me permet toujours d'ailleurs, de libérer des émotions qui sont très difficiles pour moi d'exprimer facilement. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de travail personnel. Je suis moi-même thérapeute et professeure de yoga, et pour moi le souffle de vie, ça fait vraiment partie des pratiques exceptionnelles et précieuses dans le sens d'aide à la libération d'énergie, la libération d'émotions, et d'aller dans des espaces auxquels on n'a pas vraiment accès autrement. Voilà. Et le fait de le faire en groupe, je l'ai fait en individuel et en groupe. Et le fait de le faire en groupe, en fait, c'est merveilleux parce qu'il y a déjà l'énergie du groupe. Donc avec cette respiration qu'on fait tous en même temps, et le fait d'entendre certains pleurer, crier, rire, en fait, ça va nous permettre à nous-mêmes souvent d'aller explorer des espaces vers lesquels on ne peut pas aller facilement. Et puis, voilà, je sais pas, tout simplement le fait d'être tous ensemble, avoir cette belle énergie-là qui nous porte, c'est vraiment merveilleux. Donc moi, ce que ça m'apporte le plus, ça va penser à la libération émotionnelle. Voilà. Et puis le corps aussi, beaucoup de tension corporelle. Et oui, pour moi, c'est une des meilleures techniques concernant la libération émotionnelle. Donc pour moi, c'est presque essentiel de passer par cette case-là quand on bosse sur soi. Voilà. Donc je continue. C'est une guérison, c'est une libération. Et oui, ça fait partie du bien-être, au même style que se brosser les dents, j'ai envie de dire. Faire du sport. Voilà. Libérer ses émotions, c'est hyper important. C'est même plus important que se brosser les dents, j'ai envie de dire. Encore merci à Charlotte et Mathieu. Vu que j'y ai participé, je vais me permettre de vous donner mon ressenti. Donc, le mot qui me viendrait le premier, ce serait libération. Qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, à mon niveau c'était dans le corps, c'était au niveau physique, où par moments je sentais des douleurs à des endroits dans le corps, et puis de plus en plus fortes, et puis d'un coup boum, ça se libérait. Donc voilà, libération, c'est ce que j'en ai ressenti. Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on peut se mettre à chanter. Je me suis bien amusé là-dessus. Voilà, je suppose que la vibration quand on chante libère des choses. Moi qui aime la musique, non, ça m'étonne pas. Donc voilà, c'est assez bluffant comme expérience. Je ne saurais pas dire ce que ça nous apporte concrètement. En tout cas, on finit la séance, on est bien, et on est dans l'instant, et on se pose aucune question, et je dirais on se sent léger au niveau peut-être émotionnel. C'est peut-être à ce niveau-là que c'est le plus marqué d'ailleurs. Physiquement et émotionnellement. Voilà. Après, chacun fera son expérience aussi, et voit ses propres mots, évidemment.
Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Merci à toi. Et on va finir cette interview avec qu'est-ce que toi, une dernière question, hein. Qu'est-ce que toi, tu auras envie de partager aux gens qui, puisque toi tu es passé par là, qui se posent beaucoup de questions, qui cherchent des réponses, que ce soit sur eux ou sur la spiritualité, la religion, peu importe. Mais pour tous ces gens qui sont que dans la recherche et qui oublient simplement de vivre l'instant. De toute façon, la seule recherche, c'est de se rencontrer, en fait. Donc il y a toutes sortes de façons de se rencontrer. On peut aussi se rencontrer en faisant un burn-out spirituel. On peut aussi se rencontrer aussi en prenant vraiment un temps pour soi, à ne rien faire, écouter une bonne musique, recevoir le sourire d'une personne, le renvoyer. On peut se rencontrer par le sport. Il y a toutes sortes vraiment de façons de se rencontrer. Je pense pas qu'il y ait un chemin meilleur que d'autres. Il y a des chemins qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des chemins qui sont peut-être même plus rétrogrades que d'autres, comme l'enfermement, l'enfermement. La dernière fois, c'était pendant une séance, des fois on parle aussi philosophie. À la fin de la séance, il y a un bâton de parole, chacun partage son expérience. Et ça peut aussi m'arriver de prendre la parole par rapport à moi aussi, mes états d'être que je vis. Je pense qu'il y a vraiment deux façons d'aborder notre existence. C'est soit à force d'accumuler on considère comme des échecs ou des trahisons, des blessures, on se renferme sur soi et on reste dans une souffrance. La deuxième option, c'est de s'ouvrir encore et encore au monde. Ce ne sera pas plus simple. Il y aura encore des moments douloureux. Et ça va permettre vraiment justement d'accueillir pleinement cette douleur et pouvoir vraiment s'en libérer au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on s'apercevra qu'il y aura de moins en moins de moments douloureux. Donc on sera de moins en moins dans une souffrance constante. Il y a vraiment une nuance entre la souffrance et la douleur. La douleur, elle elle fait partie de notre expérience. On ne peut pas y échapper en fait. Quand une personne perd un proche, je ne peux pas lui dire bah tiens c'est une illusion, ça pas tant pour la séance. En même temps, on vit dans un rêve, mais dans un rêve qui est bien réel pour nous. Par contre, par rapport à certains événements, on a deux options. Soit accueillir pleinement la douleur et pouvoir l'exprimer et la libérer. Ça ne nous appartient plus en fait. Et tant qu'on accumule la souffrance pour pas vivre pleinement cette douleur-là, en fait, ça s'accumule en nous. Et pour moi, c'est ça la mort de l'existence, c'est ça en fait. C'est là où on dit souvent que je suis plus jeune que mon âge. Et pourtant, j'ai vécu vraiment j'ai vécu la maladie, j'ai vécu le handicap physique, j'ai vécu plusieurs fois la maladie. Enfin, ça a été, je vais pas m'étaler là-dessus, hein, mais j'ai vraiment traversé ce que je devais traverser. Et pour moi, la partie du souffle du vivre, c'est ça, c'est vraiment pouvoir vraiment. Le plus important, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est vraiment l'expérience que j'en ai tirée et de transmettre cette expérience. Ça, c'est pas toujours évident de me placer quand on me pose la question quelle est le sens de la vie, des choses comme ça. Je me considère pas comme un guide spirituel, ni même si au Pérou les chamans on peut les appeler parfois les maîtres. Je sais pas non plus comme un maître spirituel. Je me considère comme le gardien d'une expérience, le gardien d'une pratique, qui l'offre de façon paternelle à l'humanité. Parce que je sais que ça m'a transformé, le souffle de vie. Ça m'a permis vraiment de me sentir en vie sans forcément d'être tout prix chercher des expériences spirituelles.
si ce n'est d'être en vie et de respirer. Et bon, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour me sentir en vie, quoi. Juste, voilà, apprendre à vivre avec ses émotions, pas s'en couper, et puis se rappeler que voilà, qu'on n'a pas toujours de besoin de chercher tout le temps, à des années-lumière, ce qui est sous notre nez, en fait, quoi. On peut juste prendre un temps de pause, s'émerveiller du temps, même s'il pleut, prendre conscience de la sensation de la pluie sur notre corps s'il pleut, prendre conscience des rayons de soleil s'il fait beau, s'amuser avec un chien, recevoir le sourire d'un enfant, s'émerveiller devant une fleur, devant les moments. Si on réfléchit tous à ça, les moments les plus beaux de notre vie, c'était des moments extrêmement simples. Et c'est ça. Pour moi, être en vie, c'est revenir à la simplicité, quoi. Tout simplement. Ouais. Voilà. Merci à toi. Merci à toi, Benjamin. Merci à vous qui êtes encore là, d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas, si ça vous a plu, d'aller découvrir le souffle de vie de Nicolas. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager. Et vous pouvez même faire un don à la chaîne pour améliorer à ce travail que je fais à la base bénévolement et qui petit à petit devient, on va dire, un peu professionnel parce que ça m'anime complètement et que chaque parcours de vie est tellement riche. Chaque personne a des choses à raconter. Donc à faire bénéficier le plus grand nombre. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Et bon cheminement à tous. Au revoir. Merci. Toutes nos excuses pour cette fin de vidéo où l'image reste bloquée. Merci pour votre compréhension. À bientôt pour une prochaine interview. Prenez soin de vous.